Bonjour à toutes et tous. Alors, tout d'abord, je voulais vous remercier de me proposer de participer à cette conférence pour la Société francophone de santé et environnement. C'est particulièrement intéressant pour une élue que je suis en charge de la démocratie participative, donc à Rouen, d'intervenir dans cette conférence parce que ça traduit finalement une volonté réelle des acteurs et actrices scientifiques d'ancrer leurs travaux dans une approche plus horizontale, porteuse de sens pour le plus grand nombre. Et c'est vrai qu'il y a un lien qui n'est pas forcément évident, mais qui pour moi est essentiel entre démocratie et science. Alors à Rouen, on a effectivement un passif particulier sur la question notamment de la sécurité industrielle. Et nous pensons que finalement, cette question des risques industriels, c'est un enjeu éminemment démocratique à l'aune de l'expérience qu'on a vécue depuis le 26 septembre 2019, donc l'incendie de l'usine du Grisol. En tant qu'élus municipaux, on a été alors confrontés, et on l'est toujours, à des attentes extrêmement importantes de la population, puisque nous sommes finalement le premier lien de proximité des habitants avec les institutions, et que donc il y a eu énormément d'attentes, de questionnements qui se sont posés le 26 septembre et par la suite, de demandes auxquelles finalement on avait, nous, en tant qu'élus, pas forcément la réponse, celle de la nature du danger auquel nous étions exposés tous, celle des causes de cet incendie, celle des conséquences de cet incendie sur notre environnement, sur l'eau, l'air que nous respirons. Et donc vous posez la question, la bonne question, c'est de savoir comment recueillir et pourquoi recueillir les attentes, les contestations et les préoccupations de la population en période de crise. Effectivement, c'est une étape nécessaire pour une bonne gestion. Nous disons, et je pense que Simon de Carvalho, qui interviendra après moi, le dira également, que la question qu'il faut se poser, c'est pas uniquement celle de prendre en compte les attentes, de les recueillir, mais aussi et surtout finalement d'y répondre. Et alors, les attentes et les préoccupations des citoyens en temps de crise, mais aussi en temps normal, et c'est un peu, je vais essayer de retracer l'expérience que nous avons vécue avec Lubrizol pour les détailler. Moi, je pense qu'on peut les classer en trois catégories sur la question des risques industriels. D'abord, la première attente citoyenne, ça peut paraître évident et banal de le dire, mais c'est une réalité qu'on oublie parfois un peu, c'est celle de vivre en sécurité. Le 26 septembre, ça a été la révélation pour de nombreux habitants que finalement, ça n'était pas le cas. Qu'à Rouen, ils n'étaient pas en sécurité, qu'ils ne dormaient pas en sécurité, que leurs enfants n'étaient pas forcément en sécurité la journée, du fait des nombreux sites Céveso, potentiellement donc très dangereux, qui sont sur notre territoire. La sécurité, ça ne se résume pas uniquement au nombre de policiers dans la rue, mais aussi au respect de nombreuses règles par les entreprises. Et au vu de la démultiplication des accidents industriels sur les sites Céveso ces dernières décennies, à Rouen, on a eu, je le rappelle, avant 2019, également un incident qui aurait pu être très grave en 2013, une fuite de mercaptan. Et puis, je rappelle aussi que cette entreprise a connu un incendie extrêmement grave aux États-Unis en 2021. Donc, les citoyennes sont plus que légitimes à demander des comptes ou à finalement ne pas se sentir en sécurité. Et de ce point de vue, la réponse de l'État suite à l'incendie du Brésil a été largement insuffisante puisqu'on n'a pas vu de durcissement de la réglementation. Euh, et quand il y a une volonté affichée d'augmenter les contrôles vis-à-vis des sites industriels, on s'aperçoit que finalement les effectifs du ministère de l'écologie et des DREAL se réduisent et que donc cette capacité à contrôler et à sanctionner, finalement, elle s'amenuise malgré les discours. Idem, le site de l'usine a été rouvert en décembre 2019, donc quelques mois suite à l'incendie, comme si de rien n'était, contre l'avis du CODERS, instance dans laquelle donc les communes et puis la société civile avaient pourtant indiqué son opposition à la rouverture de cette usine. Donc cette question de la sécurité, c'est bien évidemment la première attente et ça implique un certain nombre de réponses. La deuxième attente, c'est celle de la transparence. Et j'ajouterais aussi celle de l'honnêteté intellectuelle des pouvoirs publics et des industriels. Ce point a clairement fait défaut avant, pendant et après l'incendie du 26 septembre. J'utiliserai un exemple, celui du toit en amiante. Un lanceur d'alerte avait informé les élus écologistes que le toit du bâtiment qui était en train de brûler était en amiante. Les écologistes donc, ont rendu publique cette information. Et en plus, de nombreux habitants avaient publié des photos de boue qui avaient atterri dans leur jardin, donc ils pensaient que ça pouvait être de l'amiante. Et donc, tout de suite, en fait, suite à la sortie de cette information, le préfet a d'abord démenti l'information catégoriquement pour la confirmer quelques heures plus tard. Alors, comment comprendre ce démenti initial du préfet
Moi, je pense qu'il peut y avoir plusieurs raisons à ce déficit de transparence qui n'est pas spécifique à l'hybrésol, qui peut se retrouver dans d'autres types d'accidents industriels ou de problématiques liées, par exemple, à la santé environnementale. Je pense aussi à la question des médicaments, de l'industrie pharmaceutique. Donc, première raison pour cette absence de transparence, parfois, et c'est le cas à Rouen sur la question de l'hydrosol, l'absence de données disponibles. Alors, j'en parlerai un petit peu, puisqu'il s'agit de mon troisième type d'attente des citoyens. J'y reviendrai, mais on peut donc, par exemple, citer des déclarations, encore une fois, du préfet et puis d'un certain nombre de ministres sur le fait qu'il n'y avait pas de toxicité aiguë dans l'air au moment du 26 septembre et dans les jours qui ont suivi, dont la qualité aurait finalement été relativement normale dans les jours suivant l'incendie, qui contredisait finalement toute l'expérience vécue par les habitants qui ont bien senti que l'air qu'ils respiraient les rendait malades. Et donc là, il y a une dissonance qui est probablement liée à une absence de données, puisqu'on n'avait pas forcément les instruments pour mesurer le type de pollution qui était présente dans l'air à ce moment-là. Deuxième raison de cette absence de transparence, parfois, et on l'a vu également lors de cet incendie, la volonté de minimiser le danger potentiel pour rassurer ou pour éviter la panique. À l'heure des réseaux sociaux, des lanceurs d'alerte, de la rapidité de la transmission d'informations, cette stratégie, elle est évidemment vouée à l'échec. Elle est complètement contre-productive d'ailleurs parce qu'elle nourrit les théories du complot. À Rouen, il y a eu notamment, on en a un peu fait les frais, avec des images qui ont circulé d'une eau soi-disant impropre à la consommation dans les jours qui ont suivi la catastrophe. Alors quand on connaît un petit peu le cycle de l'eau, on sait que ça n'est pas possible puisque ça met un certain temps, mais voilà, cette fake news s'est diffusée comme une traînée de poudre. Évidemment, l'État a démenti, le préfet a démenti, mais quelle était la crédibilité du préfet pour démentir cette information sur la qualité de l'eau, cette fausse information sur la qualité de l'eau, quand quelques heures auparavant, il démentait l'existence d'un toit en amiante qui, en réalité, existait bel et bien. Donc, on voit bien que la transparence, elle doit être de mise tout le temps, parce que sinon, quand on dément des informations, eh bien, on n'est pas forcément crédible de ce point de vue-là. Et puis, troisième attente, troisième raison, donc parfois la volonté de la part de l'État, de la part des pouvoirs publics de protéger l'industriel pour des raisons économiques, des questions d'emploi, pour des questions de connivence aussi d'intérêt commun. On parle beaucoup de lobbying au niveau européen et national, assez peu au niveau local. De mon point de vue, c'est une erreur parce qu'il existe aussi et qu'il faut s'en prémunir. Clairement, à Rouen, le 26 septembre et ensuite, les habitants ont eu le sentiment que le préfet prenait fait et cause pour l'industriel plutôt que d'appliquer le principe de précaution au nom de l'intérêt général. Et puis, troisième attente de la part des habitants, c'est de disposer de réelles connaissances sur les risques auxquels ils sont exposés, les risques sanitaires, environnementaux auxquels ils sont exposés. Ce que Lubrizol nous a révélé, c'est qu'il nous manquait des informations et des outils pour pouvoir anticiper et comprendre les dangers auxquels nous sommes exposés et auxquels nous serions exposés ou nous pouvons potentiellement être exposés en cas de catastrophe industrielle. Par exemple, les fiches produits que l'État n'avait pas à sa disposition quand l'incendie s'est déclenché, ce qui a empêché d'effectuer des mesures appropriées de la qualité de l'air, puisque les instruments d'Atmo Normandie n'étaient pas adaptés à ce type de catastrophe. Donc, on n'avait rien pour mesurer, donc on n'a rien trouvé. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien dans l'air, évidemment. Par exemple, autre exemple, la question du toit en amiante, j'en ai déjà parlé, mais qui a amené les pompiers à intervenir sans l'équipement approprié, puisque nous n'avions pas l'information de ce toit en amiante. Par exemple, l'absence aussi d'une réelle connaissance du bruit de fond du territoire pour pouvoir analyser d'éventuelles anomalies dans la qualité de l'air, de l'eau ou de la terre. Et évidemment, c'est compliqué de les voir si on n'a pas une connaissance de ce que ça devrait être en temps normal. Et moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est qu'on a beaucoup dit que les Rouennais étaient quasiment irresponsables, en fait, de ne pas bien connaître, de ne pas être bien préparés à ces risques industriels, comme si, finalement, c'était un peu irresponsable de ne pas savoir ce à quoi on était confronté. Peut-être qu'il y a une forme d'habitude et de méconnaissance, ou en tout cas de volonté de ne pas voir ces risques. Mais moi, je pense que finalement, la réalité, elle est surtout que nous n'avons pas forcément accès à des informations précises sur l'impact quotidien de l'industrie sur notre environnement et sur notre santé, et sur la nature des risques auxquels nous sommes potentiellement confrontés, qui dépendent notamment des substances stockées, dont on a vu qu'elles n'étaient parfois même pas connues de l'État. Donc finalement, on nous reproche de ne pas avoir une culture du risque industriel, mais quelle culture du risque industriel pouvons-nous avoir si elle est complètement aveugle aux risques réels auxquels nous sommes confrontés? Et donc, pour faire le lien entre attente et contestation, puisque c'est ce que vous demandez de faire dans cette conférence, eh bien, les contestations, comme celle qui est née à Rouen et qui continue d'exister, elles naissent la plupart du temps du fait de la non prise en compte de ces attentes citoyennes. Elles renvoient à une notion d'injustice, à un sentiment d'impuissance aussi.
à la volonté d'obtenir des réparations et des changements évidemment dans la manière dont fonctionnent les choses pour que ça ne se reproduise plus. Hein. Voilà, ce qu'on a beaucoup entendu, c'est plus jamais ça à Rouen dans les jours qui ont suivi et les mois qui ont suivi l'incendie. Alors voilà, cette contestation, elle a été forte juste après l'incendie, avec de grandes manifestations. Elle a donné lieu à la création d'associations qui ont diverses formes et divers objets. Je laisserai Simon de Carvalho en parler puisqu'il préside l'une d'entre elles. Mais aussi, hein, ces associations, elles s'inscrivent aujourd'hui pas uniquement dans la question de la réparation, mais aussi dans la question de la construction de réponses de long terme pour pouvoir, encore une fois, faire en sorte que plus jamais ça. Ce sentiment d'injustice et d'impuissance dont font état ces contestations, il est, selon moi, lié à une asymétrie extrêmement forte aujourd'hui entre voilà, que je viens de décrire, hein, dans l'accès à l'information et donc dans l'accès au pouvoir. Parce que l'information, c'est le pouvoir. C'est ce qui détermine la capacité d'agir, de se protéger ou d'interpeller sur l'inaction par rapport à des faits ou des dangers avérés. Alors pour nous, l'enjeu, évidemment, ce n'est pas uniquement de recueillir donc ces attentes et ces contestations, c'est bien de les prendre en compte. Et c'est peut-être là qu'on peut percevoir le plus fortement la différence d'appréciation, de compréhension et de ce qu'on entend finalement par démocratie participative en fonction des acteurs impliqués. Pour l'État et les industriels, l'accent, il est souvent mis sur la participation. Vous savez, le fameux « l'important, c'est de participer ». L'enjeu pour un certain nombre d'acteurs, c'est de renforcer l'acceptabilité du risque finalement. On parle de culture du risque industriel, hein, j'en parlais tout à l'heure. Et donc, c'est par ce type de raisonnement qu'on peut s'entendre dire, hein, c'est une réalité, puisque c'était le cas il y a quelques semaines, dans une conférence sur la participation citoyenne et les risques industriels, que l'étude de danger de Lubrizol n'apporterait rien en termes de participation citoyenne. C'est ce que nous a dit un représentant du ministère de l'écologie lors de cette conférence, puisque donc cette étude de danger, elle n'est pas publique aujourd'hui et les associations la réclament toujours et les victimes également. Et donc, en fait, voilà, ce représentant du ministère de l'écologie nous explique que finalement, ça justifie qu'elle ne soit pas accessible. Il part du principe que les citoyens ne doivent en réalité pas forcément avoir accès à des données sans qu'elles aient déjà été traduites, ajustées, interprétées. Mais dans ce cas-là, on peut légitimement se poser la question de savoir ajuster en fonction de quoi, de quels impératifs, l'impératif de rassurer ou l'impératif d'éclairer les citoyens pour qu'ils soient en mesure de se faire leur propre opinion et de pouvoir poser aussi un certain nombre de choix politiques. Pour nous, l'accent, il doit être mis sur la question démocratique dans cet enjeu de démocratie participative. L'enjeu, il est justement de réduire cette asymétrie dans l'accès à l'information et de pouvoir changer ainsi l'équilibre des pouvoirs, de renforcer la place des habitants, des élus, des citoyens dans les décisions liées aux risques industriels et à leur impact sur la santé environnementale et la santé sociale, la santé tout court. L'idée, ça n'est pas de dire évidemment que tout citoyen est à même de comprendre des documents hautement complexes, comme par exemple une étude de danger, mais que l'accès doit y être le plus large possible pour que les citoyens ne soient pas dépendants d'une interprétation qui en est faite et qui peut être entachée de partialité. Et notre analyse, elle est qu'à la fois pour restaurer la confiance, mais aussi pour améliorer le niveau de sécurité industrielle par la pression citoyenne, parce que c'est aussi quelque chose qui peut avoir de l'impact réel, eh bien, il y a besoin de se doter de capacités d'analyse et de production de connaissances qui sont perçues comme légitimes et qui sont donc produites par des acteurs dont l'impartialité ne peut pas être mise en cause pour que finalement, et donc à partir de données qui sont accessibles à toutes et tous, quitte à instaurer des clauses de confidentialité quand il y a des risques de nature terroriste, etc., qui sont aujourd'hui toujours, souvent, beaucoup trop prétexte à l'absence de transparence. Donc, d'où notre proposition de créer des instituts éco-citoyens qui fassent le lien entre citoyens, scientifiques et industriels, qui permettent de répondre donc, à cette attente, mais je sais que Simon de Carvalho en parlera. Et ça implique aussi évidemment un certain nombre de choses qui ne relèvent pas forcément de l'échelon local, mais qui sont importantes. La réforme de la gouvernance de nos politiques sur les risques liés à l'industrie au niveau local, qui doivent mieux prendre en compte aujourd'hui l'avis et la contribution des citoyens, de la société civile et des élus locaux qui sont aujourd'hui royalement ignorés, hein, je le disais notamment dans le cadre du CODERS, des contrôles beaucoup plus fréquents sur lesquels la transparence doit être faite, hein, on doit avoir les résultats des contrôles qui sont faits des entreprises qui le sont, pour qu'une réelle pression puisse s'exercer sur les industriels, c'est le fameux name and shame, mais qui peut être extrêmement utile pour renforcer la sécurité industrielle, je le disais, c'est la première attente des citoyens, et puis une vraie vigilance sur les potentiels conflits d'intérêts pouvant exister au niveau local, parce qu'ils sont aujourd'hui une réalité qui est souvent sous-estimée.
Donc voilà pour les différents points que je souhaitais partager avec vous. Merci. Et donc je passe la parole à Simon. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Simon de Carvalho. Je suis coprésident de l'Association des sinistrés de Lubrizol. On est en 2021. Eh oui, on est en 2021, bientôt en 2022, et on gère nos catastrophes industrielles comme si nous étions dans les années 70, avec une sirène désuée, avec un manque cruel d'informations, une volonté de ne pas vouloir partager l'information et de nous, tout simplement, de nous dire la vérité. Donc, le constat, il est très amer à Rouen. Hein. Donc, ça fait 2 ans qu'on se bat pour obtenir la vérité et surtout pour construire, parce qu'on ne veut pas du tout faire face à nouveau à une catastrophe industrielle, aussi bien chez nous que chez vous, parce que chez vous aussi, vous êtes en danger. Voilà, il n'y a pas qu'à Rouen, il y a des usines Céveso. Ils travaillent tous pareil. Hein. Donc, il n'y en a pas un plus sérieux que l'autre. Leur objectif, c'est de faire de la rentabilité au détriment de la sécurité. Voilà. Donc, l'idée, c'est nous, citoyens, de se mobiliser. Et donc, ça fait 1 an, nous, que nous œuvrons pour créer un institut éco-citoyen sur Rouen, comme il existe à Fos-sur-Mer depuis plus de 10 ans. Il faut absolument que les citoyens, aujourd'hui, s'accaparent donc ce sujet majeur, très important pour nos enfants, pour nous, pour notre santé, pour l'avenir de demain, parce que c'est un sujet écologique, environnemental, sanitaire, politique, économique. C'est un sujet qui concerne tout le monde, toutes et tous. Donc, à Rouen, nous avons dénoncé, nous dénonçons toujours, mais surtout, nous sommes en train de construire. Donc, construire le monde de demain, c'est-à-dire ce vrai monde de demain que nous, comme nous le pensons, nous, pères de famille, et non pas faire de la communication pour vous dire tout simplement qu'on est en train de faire quelque chose, mais en réalité, c'est toujours la même affaire. Les catastrophes s'enchaînent, les décisions qui sont prises sont toujours plus folles les unes que les autres. Je parle de la part de nos préfets, de la part de nos DREAL, de la part de notre État, qui préfère minimiser et essayer de cacher absolument pour pas devoir gérer le problème, pour pas prendre sa responsabilité. Mais oui, l'État, tu as une responsabilité. La DREAL, pareil, tu as une responsabilité. L'Institut éco-citoyen, demain, ça va être d'appuyer la DREAL, de créer une DREAL citoyenne, d'aller voir ces usines et de pouvoir rester en justice, comme nous le faisons nous en tant qu'association victime, d'aider donc nos pouvoirs publics pour que ces industriels respectent la loi. Nous tous, nous respectons la loi. Donc, je ne vois pas pourquoi, sous prétexte que c'est une entreprise, elle ne respecterait pas la loi. Donc, et c'est important, nous, en tant que pères de famille, on fait l'éducation populaire, l'éducation à nos enfants. Donc, lorsqu'on fait face à des situations comme celle-ci, eh bien, c'est incompréhensible pour nous, parents. Comment dire à nos enfants ce qui s'est passé ce jour-là? Je veux dire, personne ne nous a aidés, personne ne nous a apporté les outils pour pouvoir expliquer à nos enfants ce qui s'est passé ce jour-là, que les écoles ont été fermées pendant une semaine, qu'ils ont dû être confrontés à des odeurs pas possibles, à des problèmes de santé, que nous étions tous en panique, que nous avons fui, que nous avons quitté nos logements, toujours dans l'incertitude. Toujours dans ce dossier, nous sommes dans l'incertitude. Donc, personne ne veut vivre comme ça. Personne ne veut fuir sa maison, vivre dans l'incertitude. C'est pourquoi il est important de créer un institut éco-citoyen, de mobiliser les habitants, les scientifiques, et les scientifiques sont demandeurs, que les citoyens soient aussi présents lors de leurs réunions, lors du rendu sur le travail scientifique qui est fait. Donc, nous aussi, hein, on a retroussé les manches et on s'est mis comme scientifique, nous aussi. Hein, on a étudié les fiches de données de sécurité, on a fait des prélèvements dans l'environnement. Nous sommes en train de mener notre expertise citoyenne grâce à certains élus de la mairie de Rouen. Je préfère le dire parce que ce n'est pas tous les élus, vous voyez. Pourtant, c'est un problème qui nous concerne toutes et tous. Il ne devrait pas y avoir de politique là-dessus. Enfin, je veux dire, il ne devrait pas y avoir de bataille politique là-dessus. C'est un sujet qui concerne tout le monde. Tout le monde devrait être choqué de la façon comment a été gérée cette catastrophe ici à Rouen. Et tout le monde devrait retrousser les manches et se dire qu'est-ce qu'on fait pour demain. Voilà. Donc, heureusement qu'il y a quelques élus qui ont des valeurs comme Laura et comme quelques autres ici à la mairie de Rouen et à la métropole. Sinon,
eh ben, c'est un dossier qu'on ne parlera plus, je pense. Si nous, association de victimes, nous n'avons pas, si nous ne mettions pas de pression populaire, si nous n'exercions pas un travail scientifique, qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'on allait se choper ce nuage en pleine tête, être sali, et puis on n'allait rien faire, on n'allait pas poser de questions, on allait reprendre notre quotidien comme si de rien n'était, alors que rien n'a été fait depuis 2 ans. Voilà. Demain, il peut très bien y avoir une nouvelle catastrophe. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Si la catastrophe arrive à 3 heures, 4 heures du matin, est-ce qu'ils vont mettre la sirène? Est-ce qu'ils ne vont pas la mettre? Voilà, on est toujours dans cette incertitude. Ça ne peut pas continuer. On est en 2021, d'accord, à l'aube de 2022. On n'est plus en 1970. Maintenant, il faut travailler. Il faut nous apporter les outils nécessaires pour pouvoir bien travailler, tout simplement, pour pouvoir nous informer, nous former et agir, et surtout mieux contrôler ces sites, parce que c'est vraiment la honte en France. Voilà, c'est la honte. Voilà. J'espère vous avoir donné quelques informations. Vous pouvez toujours nous soutenir, hein. Nous sommes l'association des sinistrés de Lubrizol. Vous pouvez toujours adhérer, nous faire des dons, nous aider dans ce combat, car nous allons aller au bout, hein. Nous sommes dans une procédure au pénal. Ça aussi, c'est nouveau en France. J'invite tous les citoyens à ne pas hésiter à saisir leur avocat lorsqu'il y a une affaire comme celle-ci et d'aller au pénal, car se cacher derrière une entité commerciale, une entreprise, c'est lâche. Ce sont des humains qui prennent des décisions. Et ce sont eux qui sont responsables. Lorsqu'on stocke 10 000 tonnes de substances très dangereuses au pied de nos maisons, au pied de nos habitations, au pied des jardins, là où on va s'amuser, là où nos enfants s'amusent, eh ben, cette prise de risque, à un moment donné, c'est au pénal que ça se juge. Voilà. C'est grave ce qui s'est passé. Voilà. On ne peut pas laisser passer. Ce n'est pas possible. Il y a un avant et il y a un après. Et cet après, on va l'écrire tous ensemble. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Merci.